Bercoff dans tous ses états, midi 14h, Jean-Marie Bordry. Nous sommes en guerre. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Parce que le peuple, c'est le boss et Macron, c'est l'employé. Nous sommes dans une guerre hybride. Nous sommes en guerre, en tout cas c'est l'impression que cela donne. Le retour des heures sombres dans ce pays avec une 60aine d'étoiles de David taguées sur les murs, ne serait-ce que du 14e arrondissement de la ville de Paris. D'autres sur certains domiciles de familles juives taguées aussi à Aubervilliers ou encore à Saint-Ouen. La France à l'heure du retour de l'antisémitisme, émission exceptionnelle avec un entretien non moins exceptionnel en compagnie du président du consistoire central israélite de France. Ce sera à partir de 13h. À midi et demi, notre reporter de guerre depuis Israël à quelques kilomètres toujours de la bande de Gaza. Ce sera André Berkoff, notre envoyé spécial. Où en sont les opérations? Quel est l'état d'esprit de la population sur place? André Berkoff nous expliquera tout. Petit décryptage à midi 20. Le problème est le défi des otages. Combien d'otages sont encore retenus par le Hamas dans la bande de Gaza? Et comment Israël a fait pour libérer une de ses soldates hier qui était retenue prisonnière? Décryptage avec notre invité Alain Rodier. Mais avant ça, et avant de parler de cette situation un brin angoissante, on va aussi parler des petites entreprises et des artisans du bâtiment. Ça va mieux, a dit aujourd'hui le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Et pourtant, il y a quelques jours, ces artisans nous disaient que ça n'allait pas bien du tout. Faut-il s'inquiéter pour eux? On va en parler dans quelques minutes avec le président de la CAPEB. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Le fait du jour. Bachung, il y a quelques années, c'est ce que disait Bruno Le Maire. Ce matin même, en tout cas, la sortie de crise est-elle derrière nous? La fin de la crise inflationniste, c'est ce qu'espère le ministre de l'économie. Et pourtant, est-ce que cette embellie possible, nos artisans et nos petites entreprises du bâtiment l'entrevoient-elles? C'est la question qu'on va se poser avec notre invité Jean-Christophe Repon. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le président de la CAPEB, c'est la fédération des petites, très petites entreprises du bâtiment, aussi des artisans parfois, des plombiers, des maçons, des couvreurs, tous les corps de métier d'ailleurs, il faut bien le dire. Aujourd'hui, le ministre de l'économie Bruno Le Maire nous annonce la fin de la crise inflationniste. Vous-même avez été frappé de plein fouet par la hausse du prix des matières premières, aussi de ce que vous utilisez, de l'énergie. Est-ce que vous pouvez confirmer d'abord ces premières impressions ? On ne partagera pas totalement l'analyse. C'est vrai qu'on sent une tendance baissière sur l'inflation. Je vous rappelle que ça fait plus de 2 ans que nous avons une inflation et elle avait été jugée par le même ministre de Bercy, M. Bruno Le Maire, sur une crise conjoncturelle. Et on voit bien que la conjoncture dure depuis plus de 2 ans. Et donc nous avons des signaux qui sont un peu différents puisque nous avons depuis 2 trimestres une baisse d'activité nette et mesurée. Et donc, nous avons des signaux d'inquiétude forts pour l'année 2024. Et c'est ce que nous cessons de dire aux ministres concernés, dont Bruno Le Maire, mais également Christophe Béchu et M. Vergrit. Donc, on a des signaux qui donnent une activité à la baisse vraiment très forte. Bien évidemment, comme vous le savez, vous en parlez régulièrement, la problématique du neuf, mais également... La problématique du logement neuf notamment. Alors je le rappelle, j'aimerais que vous expliquiez à tous ceux qui nous écoutent d'abord l'ensemble des métiers, en gros des familles de métiers qu'il y a dans votre fédération, parce que globalement, tous les corps de métier qui viennent soit repeindre votre maison, réparer une fuite ou alors construire la maison neuve, ils sont chez vous, quoi. Tout à fait. Nous sommes en fait une confédération et c'est important pour mes adhérents. Nous sommes 61 000 adhérents, donc nous sommes la première organisation en nombre d'adhérents en France et nous représentons tous les métiers et notamment les métiers des entreprises de petite taille. Donc nous représentons le maçon, l'électricien, le plombier de la structure de moins de 10 salariés majoritairement. Et nous maillons le territoire pour faire le chantier et les travaux. Et nous, ce que nous réclamons maintenant au gouvernement, c'est non pas des aides, mais bien une écoute toute particulière. Alors le ministre Bruno Le Maire a annoncé des assises de la simplification et on y tourne autour depuis des années et des années. Mais nous demandons vraiment du bon sens. Les ministres ont prouvé qu'en période de crise, notamment la période Covid, ils étaient capables de simplifier, d'être réactifs et pragmatiques. Et c'est ce que nous leur demandons depuis plus d'1 an et demi avec 15 propositions qui ne coûtent rien à l'État, qui ne coûtent rien donc aux finances publiques, qui ne coûtent rien aux contribuables, mais qui permettent de libérer les énergies et nous faire travailler mieux et surtout réussir les ambitions de la France, de la transition énergétique, donc de la rénovation, et la rénovation de la performance. De vous permettre en tout cas de passer cette période de crise. Pourquoi ? Parce que vous êtes dépendant du bâtiment et donc du logement. Il y a une crise dans le logement qui est extrêmement forte, on ne cesse de le dire, notamment tous les samedis dans Parlons Immo sur Sud Radio. Concrètement, les Français font moins de travaux dans leur maison et ils achètent beaucoup moins de logements neufs qu'ils ne font même plus construire.
évidemment. Alors on a des lois qui viennent impacter cette densification du milieu rural. On a vu la zéro artificialisation nette des sols et cette loi qui ne permettra plus de continuer à étendre l'immobilier. Nous, on a des problématiques surtout de prêts et des banques qui raidissent leur position par rapport à nos particuliers, à nos clients, donc. Et on a aussi surtout subi quand même 2 ans d'augmentation des coûts qui font que le pouvoir d'achat, qui est un sujet récurrent, je vous rappelle juste pour que tout le monde entende bien, par rapport au bâtiment, nous avons connu plus de 26% d'augmentation des coûts des matériaux sur les 2 dernières années. C'est plus d'un quart, c'est considérable. Plus d'un quart, ce qui veut dire qu'on est bien au-delà de l'inflation et qu'on est bien au-delà de la difficulté de pouvoir avoir des devis qui soient fiables, cohérents et que les artisans puissent quand même vivre correctement de leur métier. Donc nous, on demande aux ministres concernés de prendre des décisions sur comment on permet à la TPE, puisque je rappelle aussi que 97% du milieu du bâtiment est constitué de petites entreprises du bâtiment. Et encore TPE, le T c'est très petites entreprises du bâtiment, c'est moins de 10 quoi. En gros, c'est une entreprise 10, techniquement parlant, mais c'est votre plombier, c'est votre maçon, ils sont 2, parfois ils sont 3, et pas davantage. Tout simplement. C'est votre collègue que vous connaissez en ruralité qui a des difficultés à travailler au quotidien dans la partie administrative. Vous savez, quand on est 3 à travailler, la partie administrative prend beaucoup trop de temps actuellement et on attend vraiment des chocs de simplification pour que l'artisan seul, l'artisan à 3 salariés, puis jusqu'à 10 et puis au-delà de 10, puisse accéder à ces marchés-là. Et là, actuellement, on sent bien que ça se tend fortement là-dessus et que tous les marchés ne vont pas vers la TPE et au contraire, permettent aux grandes entreprises de moyenne et grande taille de s'emparer de ces marchés, notamment le marché de MaPrimeRénov', les 5 à 6, 7 milliards qui sont mis sur la table. Donc, nos impôts, on voit bien qu'ils ne vont pas majoritairement vers la TPE et que la TPE se désintéresse de ce marché-là. Alors, comment ça s'explique justement que l'argent de MaPrimeRénov', donc en gros, c'est la prime qui permet aux ménages de faire de la rénovation énergétique dans leur logement, comment on explique que ça aille dans les grandes entreprises et pas dans les petites? Est-ce que ça veut dire que vous êtes plus cher? Non, ça veut dire que le dossier administratif en tant que tel, il n'est pas... il ne faut pas sortir de l'ENA pour le faire, mais il demande une certaine investissement, un certain investissement en temps. Et nous, l'artisan, il est plutôt à la réponse du client quand on lui demande de faire un chantier. Il n'est pas à la projection de se faire un dossier pour savoir s'il va faire un poêle à bois dans 1 an et demi ou une pompe à chaleur dans 1 an. Donc, concrètement, tiens, essayez de me faire un exemple, une visite guidée pour tous ceux qui nous écoutent. Imaginons que vous ayez un client qui veut faire des travaux avec votre entreprise et qui veut utiliser MaPrimeRénov'. Qu'est-ce que vous allez devoir faire comme dossier et qu'est-ce que vous allez devoir renseigner comme document et combien ça va vous prendre comme temps? Il faudra que dans l'activité que vous me demandez d'être compétent, il faut que j'ai une compétence par activité. C'est-à-dire que si c'est la pompe à chaleur, je devrais avoir une compétence sur la pompe à chaleur et que je prouve à l'organisme qualificateur que je suis compétent. Monter un dossier, pièce administrative, conformité, stage de mise en conformité et derrière la partie audit et financement. Donc tout cela demande à se projeter et l'artisan il n'est pas dans cette vision-là, il est plutôt à la réaction, c'est-à-dire que moi si demain vous demandez à un artisan de venir faire une opération de conformité sur un élément de performance énergétique, nous ce qu'on demande au ministre c'est de venir faire un certificat de conformité de performance énergétique à la fin du chantier pour bien vérifier que l'installation est conforme. Commencer les travaux d'abord et ensuite le valider, c'est ça que vous demandez par exemple? Tout à fait, comme on le fait régulièrement sur l'électricité et la mise en conformité de l'extraction électrique, le consuel. Donc on a des capacités de pouvoir répondre à la commande en évitant la fraude et en évitant aussi les entreprises un peu, j'allais dire, exotiques et qui pourraient ne pas répondre à la commande. On va en parler parce qu'il faut qu'on en parle d'ailleurs, ça c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de fraudes. Tout le monde a reçu d'abord des appels, des propositions de devis absolument exubérants, vous proposant de refaire l'isolation de votre maison, on ciblait souvent les personnes âgées d'ailleurs. Comment on peut faire la différence entre une entreprise sérieuse et une entreprise qui veut vous rouler? Il faut déjà demander à l'entreprise qu'elle soit en conformité par rapport à ses assurances, à ses responsabilités. Donc ça déjà donne un pignon sur rue. Après, il faut être très vigilant sur le fait que cette entreprise dite souvent un peu générale ne sous-traite pas les travaux. Actuellement, le RGE, donc le reconnu garant de l'environnement, peut être fait par une entreprise
qualifiée, donc avec ce petit label, mais elle peut sous-traiter à n'importe qui devant vous l'installation. Donc il faut être vigilant à ce qu'il n'y ait pas de rang de sous-traitance pour que la qualité du travail soit bien faite. En gros, à ce que celui à qui vous avez commandé les travaux soit vraiment celui qui les fasse et non pas quelqu'un à qui il délèguera. D'autant plus qu'une tempête approche, et on se souvient des dernières tempêtes et des derniers désastres. Souvent, vous aviez des gens mal intentionnés qui faisaient le tour des maisons qui avaient perdu leur toiture, leur proposaient de faire des travaux pour pas cher. Souvent, c'était une arnaque. Autre mesure que vous demandez parmi les 15 et qui est urgente pour vous ? La capacité qu'on a de pouvoir se regrouper entre entreprises pour pouvoir répondre notamment à l'offre globale, la performance énergétique ou le maintien à domicile, la future MaPrimeAdapt pour pouvoir rester à domicile et le vieillissement de la population. On a la nécessité de pouvoir répondre à ces marchés qui sont plus globaux et on a la possibilité d'avoir, il nous faut une loi, on demande à monsieur Béchu, au ministre Béchu de poursuivre cette loi pour permettre aux entreprises de petite taille de se regrouper momentanément sur un chantier et répondre justement à une offre globale ou à maintien à domicile. Et ça, c'est essentiel pour qu'on ait accès au marché. Alors, deux autres points à aborder qui sont importants. Vous êtes souvent d'ailleurs impactés, ces entreprises, en tout cas vos adhérents, par les zones à faibles émissions qui seront instaurées progressivement dans toutes les grandes villes. J'avais mené une interview avec un couvreur du côté de Bordeaux à qui on avait demandé d'envisager le vélo cargo. Est-ce que vous vous inquiétez de ne plus pouvoir travailler dans les centres-villes à terme ? Il est évident qu'on ne peut être que favorable à ce qu'il y ait moins de pollution en centre-ville et qu'on ait des véhicules dits propres en centre-ville. Mais la difficulté que l'on connaît actuellement, et on l'avait dit au gouvernement, c'est que le calendrier contraint qui était prévu ne permettait pas à chaque artisan de pouvoir avoir et le véhicule disponible et livrable en temps et en heure, et aussi, si je peux me permettre, au juste coût, puisque nous voyons bien que pour nous, il y a des différentiels assez conséquents, tout à fait, et que les aides étaient limitées aux entreprises qui étaient justement dans la zone de la ZFE, de la zone à faible émission. Donc quand on est en périphérie de cette zone-là, on n'a pas droit aux aides, et on a des difficultés à avoir le véhicule qui nous permet de faire l'aller, mais également le retour pour pouvoir travailler. Donc nous sommes très favorables, nous, à ce qu'on ne pollue pas la planète et qu'on on respire tous le même air, mais en tout cas, vous n'avez pas les moyens pour l'instant d'avoir la garantie de pouvoir continuer à travailler dans les centres-villes, on est d'accord ? Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a un risque de voir un certain nombre de fermetures ? C'est ma dernière question, d'entreprises, en tout cas des entreprises qui sont celles qui adhèrent à votre confédération, dans les semaines qui viennent ou pas ? On est en très grande vigilance. On est revenu aux chiffres assez forts de 2019, donc avant Covid, et on est à peu près au même rythme de dépôt de bilan. Donc on est très vigilant et on a une activité qu'on espérait encore positive dans l'année 2023 et on finira sûrement l'année avec moins 0,5 ou même moins d'activité. Donc on est dans une période où on peut pas qualifier encore, si on est sincère, de récession, mais deux trimestres de recul fort nous mettent en vigilance sur l'avenir. On voulait aussi créer de l'emploi, on s'aperçoit qu'on a créé en 2023, on créera sûrement 1000 emplois maximum. Et alors, quand on voit que le gouvernement veut espérer aller vers le plein emploi, on a des mesures qui nous permettraient justement d'activer l'activité des artisans pour que le gouvernement réussisse ses objectifs, notamment de transition énergétique. Bon, mais écoutez, tenez le coup. En tout cas, merci beaucoup. Vous tous qui nous écoutez d'ailleurs. Vous êtes maçon, vous êtes couvreur, vous êtes charpentier, plombier. 0826 300 300. Est-ce que vous arrivez à travailler ? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous simplifie la vie ? On vous donnera la parole à la fin de cette émission dans Bercoff, dans tous ses états. Merci Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, la Confédération des petites entreprises du bâtiment. Allez, restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants sur Bercoff dans tous ses états, midi 14h, Jean-Marie Bordry. À suivre sur Sud Radio, Bercoff, André Bercoff, envoyé spécial en Israël à quelques kilomètres du front et de la bande de Gaza. On sera avec André, le point sur la situation sur place et évidemment l'état d'esprit des populations, notamment toujours marqué par les massacres du 7 octobre. Mais avant ça, parlons d'un aspect très particulier de ces opérations qui se déroulent en ce moment même, ces opérations militaires. Les otages retenus par le Hamas qui ont été capturés par ces terroristes le 7 octobre dernier en Israël. Hier, Tsahal a annoncé la libération, probablement par la force, d'une de ses soldates. Elle s'appelle Ori Megidish. Mais la question qui se pose, c'est combien d'otages restent encore retenus par le Hamas dans la bande de Gaza ? Combien y a-t-il de Français, ne serait-ce que de Français ? Et comment se déroulent les négociations menées notamment par la France via le Qatar pour obtenir leur libération ? On en parle avec notre invité Alain Rodier. Bonjour à vous. Bonjour.
Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes un ancien officier supérieur de la DGSE, c'est les services secrets extérieurs français, directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. Comment se déroulent et avec quels intermédiaires les négociations menées pour essayer d'obtenir la libération de certains otages ? Bon, d'abord, j'aimerais faire un préambule parce que à l'heure actuelle, j'entends sur les chaînes, etc., le droit de la guerre n'est pas respecté, etc. Je rappelle que le mouvement terroriste Hamas, avec d'autres mouvements, a mené des opérations qui sont absolument contraire à toutes les lois humanitaires et je dirais qu'il est responsable de crimes génocidaires et après avoir massacré un certain nombre de personnes dans des conditions absolument abominables, il a pris des otages, ce qui est également complètement hors de toutes les règles qui peuvent exister de par ce monde. Enfin, ceci paraît évident. Alors, ceci dit, alors... Oui, non, ça paraît évident, mais j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, on est un petit peu trop dans un discours inverse en accusant Israël d'avoir commis un certain nombre de choses. Donc je tenais à faire ce point. Bon, écoutez, en tout cas, vous répondez à d'autres médias parce que sur Sud Radio, tout ce que vous venez d'énumérer, ça a été dit, ça a été redit. Ce qui s'est passé le 7 octobre n'est pas une opération de guerre, c'est un pogrom, ça porte un nom, ça a été un massacre. Des gens ont été tués parce qu'ils étaient juifs en Israël par des terroristes du mouvement du Hamas. Là-dessus, tout le monde est d'accord, en tout cas autour de cette table. Pour ce qui est du reste, parlons quand même de cette opération militaire et notamment de ce défi, parce que effectivement, vous faites bien de leur dire, oui, prendre des otages, non, c'est pas respecter le droit de la guerre, on est tout à fait d'accord là-dessus, il n'y a pas de débat. En revanche, tout ce qu'on sait, c'est que ça pose un défi supplémentaire, ne serait-ce que pour l'armée israélienne, ça pose aussi un défi supplémentaire pour les pays dont sont originaires parfois ces otages comme la France. Comment se déroulent les négociations ? Est-ce qu'il y en a à l'heure actuelle ? Il y en a certainement, mais là je reviens un petit peu sur mon propos. De toute façon, qui a les atouts à l'heure actuelle dans la main ? C'est le Hamas et le djihad islamique palestinien, plus 2-3 petits groupuscules qui ont également pris certains otages. Et puis il faut savoir que les otages, ça se vend. C'est-à-dire que ça s'échange entre mouvements, on se rachète, etc. Et je rappelle que ce style de mouvement, en général, a toujours utilisé les otages de façon à essayer de faire rentrer de l'argent. On se rappelle aussi le soldat Gilad Shalit qui avait été finalement échangé contre plusieurs centaines de prisonniers palestiniens. 1000 voilà. pour être précis. Pour être précis, 1000 mais en 2 fois. Donc, sans compter le reste. Donc, il est vrai que le Qatar sert un petit peu d'intermédiaire parce que le Qatar a sur son territoire une représentation du Hamas, comme il avait au préalable une représentation des talibans. Donc, tout ça se passe effectivement via le Qatar. Cela dit, il faut... tous les cas que j'ai eu à connaître de cette chose, dans cette chose-là, ceux qui ont les cartes maîtresses, ce sont les preneurs d'otages. Parce que c'est eux qui négocient à leur prix en fonction de leurs propres intérêts. Bon, avec le nombre que le Hamas et les autres mouvements détiennent, il est vrai qu'ils vont pouvoir faire durer l'affaire pendant des mois, voire des années. Donc, c'est extrêmement difficile et je pense que Israël est tout à fait conscient de ce sujet. Et c'est horrible pour les familles, et encore plus bien sûr pour les otages eux-mêmes. Mais je pense qu'Israël considère que c'est un sujet, je dirais pas secondaire, mais qui arrive en deuxième. Ouais. Après avoir liquidé le Hamas. Malheureusement pour les familles. Oui, et malheureusement pour les familles et pour les otages. Dernière question, parce que c'est important malgré tout. Alain Rodier, quand la France dit qu'elle discute avec le Qatar pour essayer d'obtenir la libération de certains otages, imaginons qu'on l'obtienne, cette libération, qu'est-ce qu'on aura donné en échange ? Parce que dans une négociation, c'est du donnant-donnant. Est-ce qu'on va vraiment payer le Hamas ou des groupes terroristes pour obtenir la libération de certains otages ou pas ?
ça, je me mets pas à la place des politiques, mais il y a eu beaucoup. La France a malheureusement une grande expérience de ce style de négociation. D'où ma question. Et sur d'autres théâtres, je dirais. Et heureusement, la France est parvenue, dans une grande majeure partie des cas, à sortir les malheureux de la situation où ils se trouvaient. Mais il est évident qu'il y avait des contreparties. Alors, de façon à ce que le politique reste net, si vous voulez, ce n'était pas forcément la France qui payait, mais c'était la société qui employait tel otage ou tel otage. Donc, on peut toujours garder, et il faut toujours garder espoir, parce que moi, je partage totalement la peine et l'effroi des familles à l'heure actuelle, mais je crois que malheureusement, ce n'est pas l'objectif prioritaire des Israéliens à l'heure actuelle. Quand ils peuvent sauver un otage, ils l'ont fait, on l'a vu. Ils l'ont fait notamment hier, mais malgré tout, leur priorité numéro 1, c'est d'obtenir l'éradication du Hamas par la force en pénétrant dans la bande de Gaza. C'est l'objectif numéro 1. Et puis je rappelle que ce sont des opérations, même les opérations militaires sont très compliquées. Nous avons eu un otage, entre guillemets, qui s'appelait Alex, qui a été liquidé en Somalie. C'est toujours extrêmement dangereux, on l'avait vécu. On avait perdu aussi plusieurs membres des commandos du commando Hubert, notamment dans la libération d'autres otages. Là, c'était dans le Sahel, vous faites bien de le rappeler. Merci beaucoup pour cet éclairage, Alain Rodier, ancien officier supérieur de la DGSE. C'était justement l'organisation pour laquelle travaillait aussi Denis Alex, qui a été assassiné par les Chebabs somaliens. C'était un otage français. Merci à vous pour cet éclairage. Tout de suite, Envoyé spécial en Israël, André Berkoff. À quelques kilomètres de la ligne de front et de la bande de Gaza. Bonjour André Berkoff. Bonjour Jean-Marie. Une situation toujours extrêmement tendue, je présume, aussi proche du front. Alors je vais vous dire, ce qui est intéressant, évidemment, comme dans tous les champs, dans tous les terrains où on va, il y a des endroits où c'est très très tendu. Hier, nous étions à 3 km de la bande de Gaza. Aujourd'hui et hier, nous avons visité un hôpital, je vous raconterai, nous avons rencontré deux personnes, 2 jeunes Israéliens. L'un était dans la fameuse rave party où il y a eu, vous savez, 200 morts. Et un autre était un lieutenant parachutiste qui était samedi, qui est parti de la mer Morte en hélicoptère et qui était dans le kibbutz Béni où il y a eu les tueries que l'on sait, et pas seulement là. Là, par exemple, nous sommes en train de partir sur Jérusalem, et là, c'est beaucoup plus calme, si vous voulez. C'est comme toujours dans un pays, vous avez des zones de très grande tension et des zones de calme. Là, c'est une zone de calme, mais la tension, évidemment, et reste dans tout le pays, c'est évident. Alors, ce qui doit être aussi particulier, c'est qu'une bonne partie des jeunes hommes et des jeunes femmes de ce pays sont en ce moment sous les drapeaux. Ça change aussi l'ambiance que vous pouvez voir dans le pays. Alors, totalement, Jean-Marie, ce qui est très intéressant, c'est que effectivement, les querelles reviendront après, les règlements de compte peut-être, mais pour le moment, en tout cas, tout se passe vraiment comme s'il y avait l'union sacrée, et elle est là, d'abord parce qu'il y a 300 000 réservistes qui ont été appelés et qui sont soit au front, soit dans divers régions. 300 000 quand même pour un pays comme Israël, c'est un chiffre. Deuxièmement, ce qui est très intéressant, c'est les 300 000 dont pères de famille ou autres, ce sont les grands-parents qui s'occupent, ou des jeunes qui s'occupent des enfants, etc. Et par exemple, nous avons visité ce matin un village d'ailleurs travailliste du Hashomer à Zahir, qui accueille, comme vous savez, 80 000 Israéliens ont été déplacés des régions, effectivement, bombardées par les missiles, compagnie. Et tous ces gens-là sont réfugiés, soit dans les hôtels, vous voyez, il y a même dans les hôtels, soit dans des centres, etc. Et c'est très compliqué. On parlait ce matin, je vous dis ça, à une mère de 3 enfants qui vivait à Ashkelon. Ashkelon est à 5 à 8 kilomètres de la bande de Gaza. Elle disait que ses enfants ne dormaient plus parce qu'il y avait des missiles. Il n'y a pas eu d'invasion, il n'y a pas eu de terroristes à Ashkelon, mais les missiles... Les roquettes tirées par le Hamas et par le djihad islamique un peu partout sur les zones civiles israéliennes. Voilà, et elle disait que, effectivement, ces enfants n'arrivaient plus
n'arrivait plus ni à dormir, ni à manger, il était complètement traumatisé. Et donc, effectivement, il y a eu un transfert, presque, je dirais, de population de ces zones, effectivement, proche de Gaza et proche dans le sud. Donc, il y a cette atmosphère, elle est là. Et en même temps, il y a effectivement ce traumatisme. C'est vraiment, on peut dire aujourd'hui vraiment, Jean-Marie, que le 7 octobre restera incontestablement dans les annales historiques, non seulement d'Israël, mais du Proche-Orient. De toute façon, il y aura un avant et un après. Exactement, et c'est toujours pas terminé. Donc les opérations continuent. Je le disais il y a quelques minutes avec notre invité Alain Rodier. Hier, Tsahal a annoncé la libération d'une de ses soldates qui avait été retenue en otage. Elle s'appelle Ori Megiddi. Est-ce que cette nouvelle a été accueillie avec soulagement dans le pays ? Oui, alors eux, c'est intéressant, ne parlent pas de libération, mais parlent d'exfiltration. Ouais. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est l'armée israélienne qui a réussi à exfiltrer. Par la force. Elle était soldate, hein. Donc voilà. Oui, ça a été accueilli évidemment bien, mais surtout, nous avons vu des journalistes, on a rencontré des journalistes israéliens qui étaient sur le terrain. Et vous savez, ce qui reste très fortement marqué, c'est, on a vu des images, je dois vous dire, totalement hallucinantes, enfin terribles, et je veux dire, ils étaient sur le terrain dès samedi, dimanche, et ils ont été extrêmement marqués. Qu'est-ce qu'ils ont vu écoutez, alors, ce qu'ils nous ont dit, hein, en 2 mots, ils disent, écoutez, on peut raconter ce que nous avons vu, par exemple, des voitures avec enfin, on peut dire des silhouettes, des calcinés, des hommes, des femmes, des enfants, mais vraiment calcinés. Oui. Des voitures criblées de balles, mais comme on a criblé de balles. Un des journalistes disait, vous savez, j'ai vu plusieurs guerres, etc. J'ai jamais vu ça. Ils ont été, et alors, disent-ils, encore une fois, je rapporte la parole, il dit, nous avons vu, parce que vous savez qu'il y a eu une très grande discussion, les bébés décapités, certains disaient, oui, ça existe, d'autres, ça n'existe pas. En tout cas, un des journalistes israéliens que nous avons vu, dit, il a vu, lui, enfin, le cadavre d'un bébé, je veux dire, vraiment à moitié décapité, et il dit, moi, j'en fais des guerres, pas seulement, j'ai Somalie et autres, pas seulement les guerres du Proche-Orient, et il dit, j'ai jamais vu ça. On sent les gens, ils sont très, très, très marqués par ça. Surtout, ils disent, voilà, c'était pas l'incursion, c'était en territoire israélien, donc ils sont venus, il s'est passé cela, et c'est vécu, et vous voyez, le lieutenant parachutiste, par exemple, il a débarqué au kibbutz Béhéni, ça a été, et il dit, il est arrivé au moment où ça se battait encore. Alors, il a vu, effectivement, il disait, des maisons, des rivières de sang, etc., mais surtout, ça s'est battu, et lui était blessé, on l'a vu à l'hôpital, hein, des hôpitaux proches d'Ashkelon, et lui, il était blessé, et un autre l'a réparti, raconté comment ils ont fui, ils ont été s'abriter partout dans la forêt à côté et tout ça. Et ce qui était frappant, c'est que ça tirait de tous les côtés. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu quelque chose d'étonnant pour Israël. Et ça, je vous ai parlé de l'effondrement du mythe. Ouais, de l'inviolabilité du territoire israélien. Voilà. Et en fait, Jean-Marie, c'est intéressant parce que j'ai parlé à une jeune israélienne qui m'a dit, vous savez, moi, j'ai jamais eu d'étoile de David au cou, jamais. Et puis maintenant, j'en mets. Je dis, pourquoi? Il dit, je vais vous dire, nous, on dit Israël, ça y est, on est sophistiqué, on part dans le monde, on est high-tech, on est vraiment les gens les plus avancés, et bon, qu'est-ce qu'on risque? Ça va, évidemment, on fait attention, mais tout va bien. Et si vous voulez, c'est vraiment la sidération, je l'ai dit hier, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent, mais au fond, avant de savoir qui est la faute à qui, ils disent, c'est très une date, et donc, première chose, c'est ça, et deuxième chose, très fortement, en tout cas, chez eux, c'est comment on va arriver à vivre ensemble un jour, si vivre ensemble il y a avec nos voisins. Eh bien justement, on va en parler dans un instant. Oui. D'accord. Voilà, donc si vous voulez, c'est vécu comme une espèce de double choc, mais de double choc qui va perdurer
même au-delà, je dirais, des opérations. La fin de l'insouciance en Israël. Vous parliez des étoiles de David que cette jeune femme portait autour de son cou, d'une étoile de David. On va parler des autres étoiles de David, celles qui ont été taguées sur les murs des maisons de certaines familles juives. Ça s'est passé à Paris, ça s'est passé à Saint-Ouen, à Aubervilliers. On va en parler dans 20 minutes avec le président du consistoire israélite de France. Mais est-ce que ces images sont parvenues aux Israéliens? C'est ce que vous nous direz dans un instant. André Berkoff, à tout de suite sur Sud Radio. Berkoff dans tous ses états, midi 14h, Jean-Marie Bordry. André Berkoff, envoyé spécial sur Sud Radio en Israël, à quelques dizaines de kilomètres de la bande de Gaza. Toujours avec nous, André Berkoff, je le disais, alors même que la population israélienne est toujours traumatisée par ce qui s'est passé le 7 octobre dernier. Elle assiste de loin et sur les réseaux sociaux à ce qui se passe un peu partout dans le monde. On a parlé hier de la chasse aux Juifs qui s'est orchestrée et organisée dans le Daghestan, c'est en Russie, dans le Caucase russe. Parlons de ce qui se passe en ce moment en France. Des étoiles de David taguées sur les maisons de certains juifs, une quarantaine d'étoiles de David, ou une soixantaine même dans le 14e arrondissement de la ville de Paris, d'autres à Aubervilliers, d'autres également à Saint-Ouen. Je vais aussi vous faire écouter quelque chose, André Berkoff. C'est une des polémiques du moment, ça se passe en France. C'était sur une radio de service public ce week-end avec un humoriste du nom de Guillaume Meurice. Il parlait du Premier ministre israélien. Écoutez. Alors Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors en ce moment il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est? Une sorte de nazi mais sans prépuce. Voilà. Alors une sorte de nazi mais sans prépuce. Est-ce que c'est revenu jusqu'en Israël ou pas? Tout à fait. C'est très commenté. Vous voyez, vous savez, avec les réseaux sociaux, avec Internet et avec la communication d'aujourd'hui, évidemment, on en parle depuis ce matin. Et ceux qui sont pour la liberté d'expression, et d'ailleurs c'est la plupart, disaient c'est intéressant, hein, on se dirait c'est Radio Paris en 42, voilà, on refait des bonnes blagues. On n'est pas obligé d'opposer un point Godwin à un autre, mais ceci dit, effectivement, ça a fait scandale. Ça fait, oui, c'est ça. Faut pas retomber dans le point Godwin. Mais après, moi, je suis totalement, comme vous le savez, pour la liberté d'expression, vous savez, Jean-Marie, et chez nous, c'est ce qu'on pratique. Maintenant, écoutez, on a les plaisanteries qu'on peut ou les plaisanteries qu'on veut. Mais en fait, c'est surtout l'histoire des étoiles, parce qu'on en a vu des étoiles, vous savez, apposées sur des immeubles ou des appartements, parce qu'il n'y a pas eu que Paris, apparemment, il y a eu Berlin. C'est intéressant de voir des étoiles. Alors, vous savez, et c'est intéressant que vous parlez de ça, parce que ici, on a l'impression que l'histoire refait surface. Vous allez me dire, mais l'histoire n'a jamais été abandonnée. Oui, mais encore une fois, il y avait ce sentiment d'invincibilité, mais surtout de sécurité. Et là, ils se disent, mais au fond, et c'est ça alors, ils veulent, ça y est, c'est à nouveau la chasse aux Juifs. C'est perçu en tout cas par certains comme ça, en disant est-ce que voilà, on veut quoi, on refait l'histoire de David, on veut quoi. Et justement des personnes à qui on parlait hier soir, il dit vous croyez que c'est uniquement ici, mais vous allez voir chez vous. C'était avant qu'on sache l'histoire des étoiles et compagnie. Donc il y a eux ici en tout cas, c'est extrêmement vécu comme la réunion nationale, ça va rester ou pas, je ne sais pas. Mais c'est vécu aussi en disant, mais qu'est-ce qui se passe en Europe? Et c'est surtout l'histoire des étoiles qui fait beaucoup C'est de très loin les plus symboliques. Rappelons d'ailleurs que dans ce contexte, la délégation israélienne au Conseil de sécurité des Nations Unies s'est présentée elle-même avec des étoiles de David sur sa veste. C'est globalement l'état d'esprit qui règne en ce moment. Voilà, alors c'est évidemment, on peut dire que c'est du symbolisme de communication, mais d'un autre côté, incontestablement, beaucoup de gens, en tout cas parmi ceux que j'ai vus, qui ne pensaient pas du tout à tout ça, je vous dis, l'histoire, je disais souvent que le réel frappe à la porte, là c'est l'histoire qui a enfoncé la porte. Et c'est vraiment vécu comme ça. Et puis je voulais vous dire, Jean-Marie, je ne sais pas si je l'ai rencontré hier soir, je me suis un peu baladé dans Tel Aviv, qui est vraiment pas du tout, je l'avais dit, le Tel Aviv d'habitude. Ouais. Enfin, moi, c'est une ville festive d'habitude, donc raison pour laquelle vous y êtes allé beaucoup auparavant d'ailleurs, mais l'ambiance a complètement changé. Voilà, et j'ai rencontré dans un café 2 Arabes israéliens, avec qui justement j'ai commencé à discuter, etc. Alors c'est intéressant parce que eux, ce que eux m'ont dit, bon, ils n'approuvent pas du tout, en tout cas. Évidemment, on nous parlait anonyme, ils ne savent pas qui je suis, je ne me suis pas présenté comme journaliste, on a discuté.
en anglais, évidemment, et en arabe aussi, comme vous savez, je parle arabe un peu. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est intéressant, parce que eux disaient, oui, non, ils condamnaient, enfin, ils trouvaient que c'était assez lamentable ce qui s'est passé, mais, disait-il, écoutez, la question palestinienne était enterrée, et elle refait surface. Elle refait surface, on ne parlait plus, on pensait que la Palestine s'était par perdre ses profits, et malheureusement, disait-il, eh ben écoutez, il fallait en parler, mais je lui dis, pourquoi qu'il fallait en parler de cette façon? Il dit, le problème, c'est que personne ne nous défend, y compris, d'ailleurs, disait-il, eux, y compris les pays arabes, qui font des grandes proclamations, qui font des grands trucs, mais en fait, il ne se passe rien, c'est toujours des mots, alors du fric, oui, ça, il donne du fric au Hamas et compagnie, mais il dit, nous nous sentons complètement, nous, on est arabes israéliens et on se considère comme arabes israéliens, et il dit, nous tenons aux deux qualifications, disent-ils, enfin, je vous répète ce qu'ils m'ont dit, mais le problème, c'est que rien n'est réglé, et tant que ce problème palestinien ne sera pas réglé, je leur ai dit oui, mais enfin, vous avez vu que le fossé va devenir de plus en plus compliqué, là. On entre dans un tunnel, j'espère que ça ne va pas arrêter la... Vous m'entendez bien, là? Oui, on vous entend très bien, et on vous écoute religieusement, si j'ose dire. Donc, c'était intéressant parce que, alors je leur ai dit, mais vous vous sentez arabe plutôt ou israélien? Il dit les deux. Il dit, nous, on considère des députés arabes à l'extérieur, on se sent les deux, mais effectivement, on sent que rien n'avance et qu'on laisse faire, et que là, ce qui s'est passé, c'est terrible, mais ça remet effectivement sur le tapis ce qui se passe et qu'on a essayé d'enterrer de tous les côtés. Oui, alors quelle solution pour la sortie? Est-ce qu'on entrevoit la sortie de crise ou pas? Alors écoutez, pour le moment, très sincèrement, personne, enfin, tous les gens qu'on a disent il y aura une sortie de crise, mais c'est ni demain ni après-demain. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit hier, il y a deux choses. Ils considèrent tous que tant que le Gaza sera sous la direction du Hamas, on ne pourra rien faire. Mais alors je dis oui, mais comment, etc. Vous savez, on a parlé du fioul, on a parlé de tout ça. Vous savez qu'ils ont fait une ville, le Hamas, à l'intérieur, on le sait, une ville souterraine, 50 mètres en dessous, et pour percer la chose, ça va être difficile. Donc tout le monde parle, en tout cas ici, en période de mois, voire même d'années. En tout cas, là, ils disent bon, ça va être long, c'est pas du tout cesser le feu. Tout le monde veut qu'on fasse un cessez-le-feu, mais l'impression, ce n'est pas ça. Et puis, il faut savoir, Jean-Marie, je ne sais pas si vous le savez, il y a une flottille au Moyen-Orient qu'on n'a pas vue depuis le 1945. Et je pèse mes mots. Aujourd'hui, il y a non seulement les Américains, mais il y a des Français, il y a des Anglais, il y a une flottille en Méditerranée orientale, comme on n'avait pas vu, et du côté du Golfe, comme on n'avait pas vu depuis très, 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 très longtemps. Oui, donc, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on envisage une guerre régionale? J'en sais rien. Pour le moment, ça ne bouge pas. On ne croit pas que le Hezbollah va intervenir, en tout cas tout de suite, sans l'accord de l'Iran, il n'interviendra pas. Mais tout est possible. Si vous voulez, on est dans la période où on sent, chez eux, il dit l'histoire, elle a commencé. Et l'histoire est en train de basculer, justement. Voilà, alors exactement. Il dit nous sommes en guerre, hein, c'est pas une opération, nous sommes en guerre. Et deuxièmement, plusieurs politiques, de gens de la stratégie, ils sont allés jusqu'à dire nous sommes dans notre deuxième guerre d'indépendance. La première guerre d'indépendance a eu en 48, celle-là c'est la seconde. Oui. C'est assez étonnamment, mais on a entendu ça de plusieurs personnes. Et il faut dire d'ailleurs que c'est la première fois que les hostilités reprennent au sol sur le territoire israélien depuis précisément cette guerre, puisque le front avait été considérablement éloigné pendant les deux autres qui avaient suivi. Merci beaucoup André Berkoff pour cet éclairage. Restez prudent quand même. La suite de votre périple en Israël, on vous retrouvera demain à 12h30, toujours en direct sur Sud Radio, envoyé spécial en Israël. Vous serez où demain ? Merci à vous. Demain, nous allons visiter des familles d'otages. Nous allons rencontrer des familles de personnes qui sont prises en otage à Gaza. Eh bien, bon courage à eux, bon courage à vous aussi. Et à demain sur Sud Radio. Berkoff dans tous ses états, envoyé spécial jusqu'à demain en Israël. La suite de cette émission. Sud Radio Berkoff dans tous ses états.
Le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, l'heure pour nous de retrouver notre invité aujourd'hui pour ce face-à-face, Jean-Marie Bordry. Vous recevez Elie Korchia, avocat et présidente du Consistoire central israélite de France. Bonjour. Et bienvenue à vous, Elie Korchia, sur Sud Radio. J'imagine que vous auriez voulu vous rendre sur Sud Radio dans d'autres circonstances. Malgré tout, ce à quoi nous assistons est absolument vertigineux, puisque en quelques jours, on a vu revenir des peintures d'étoiles de David sur une soixantaine, je le redis, de bâtiments dans le 14e arrondissement de Paris, des banques et des maisons. Ça a été aussi le cas à Aubervilliers, ça a été aussi le cas à Saint-Ouen. Alors, on va dire cette phrase éculée que nous avons tous entendue 12 000 fois au cours de notre vie à chacun. Ça nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Concrètement, c'est quand même ce que ça nous rappelle. Oui. Bien sûr, il n'y a pas d'autre mot. On pensait ne plus jamais avoir à subir de telles choses. On est en France, on est dans un des plus beaux pays du monde. Nous sommes français, nous sommes heureux de vivre en France et de ce que représente notre pays. Et on ne pouvait pas imaginer, 80 ans après la période de la Seconde Guerre mondiale, qu'on allait revivre à Paris, en région parisienne. Dans les rues que nous fréquentons, des immeubles où certaines ou certains vont venir lâchement taguer des étoiles de David pour essayer de disséminer ce virus, ce poison de l'antisémitisme. J'ai un ami qui ce matin qui m'a envoyé une de ces images en me disant voilà ce que ma maman qui a 84 ans a découvert lorsqu'elle est sortie de chez elle ce matin sur la façade de son immeuble. Et ce qu'elle a découvert, c'était une de ces fameuses étoiles de Exactement. David, peinte avec un pochoir. D'ailleurs, c'est de la même couleur, c'est probablement la même personne qui a fait ça, en tout cas le même groupe qui a perpétré cela. J'imagine et j'espère que cette dame a porté plainte. Oui, de toute façon, toutes les mesures sont en train d'être prises pour que les plaintes puissent être déposées. L'enquête est déjà en cours. Et effectivement, ça contribue, si vous voulez, à créer, avec d'autres choses, on va en parler évidemment ensemble, mais ça contribue à créer un climat qui n'est pas digne de notre République, des valeurs que l'on porte. Et j'espère bien que cela va s'arrêter, parce que jour après jour, on a des actes antisémites qui se démultiplient. Et en 3 semaines, je crois qu'on a dépassé ce que d'habitude on a en un an, et Exactement. C'était déjà beaucoup. Et on en est à plusieurs centaines d'interpellations, c'est assez vertigineux. Pour l'instant, la police arrive à suivre. Malgré tout, c'est malheureusement une course-poursuite. On a assisté en plus il y a quelques heures dans le RER en Ile-de-France à une scène absolument effroyable, puisque une femme en voile intégral s'est mise à crier à la Akbar. Elle a menacé des policiers qui ont ouvert le feu sur elle. Son pronostic vital est toujours engagé. On n'a pas retrouvé de ceinture d'explosifs sous son voile, mais concrètement, c'est clairement ce dont les policiers avaient peur. Tout le monde a un petit peu peur en ce moment, Elie Korchia. Bien sûr. Il faut pas oublier qu'il y a encore quelques jours, nous avons eu ce professeur, Dominique Bernard, qui se fait assassiner encore une fois par l'islamisme radical qui a frappé dans notre pays. Donc, il faut vraiment avoir conscience. Et là, ça n'avait strictement rien à voir avec ce qui se passe au Proche-Orient ou en Israël avec les attaques du Hamas. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, il y a ce radicalisme qui peut frapper à tous les coins de rue. Et cette femme qui menaçait de se faire exploser dans une rame de métro avec les policiers qui sont face à elle et qui craignaient aussi pour leur vie, c'est quelque chose qui est particulièrement, qui rajoute à ce climat anxiogène particulier qu'on est en train de vivre. Et à ce climat de tension. Parlons de ceux que vous représentez. Je le rappelle, vous êtes le président du Consistoire central israélite de France. Pour tous ceux qui sont peu familiers avec l'organisation de la communauté et qui confondent un petit peu le CRIF, le Consistoire, le Grand Rabbin de France, votre organisation régit en fait l'organisation du culte dans tout le pays, les synagogues par exemple. C'est ça, elle a été créée en 1808, c'est la plus ancienne, la plus illustre institution juive dans la communauté, puisque Napoléon avait voulu régir le culte juif dès 1808 avec la création du consistoire, et nous fédérons donc à travers toutes les régions de France les synagogues, les communautés juives qui font vivre le judaïsme à travers la France, et qui est un modèle, je crois que ça avait été rappelé à de nombreuses reprises par les hommes politiques et les présidents de la République, qui est un modèle d'intégration totale. Ça n'a rien de communautariste, c'est une communauté totalement ancrée dans la communauté nationale, et je crois que c'est ce qu'on fait depuis plus de 215 ans. Et justement, cette communauté et ces synagogues, ces lieux de culte, aujourd'hui vivent presque tous sous protection. Oui, alors évidemment, pas toute la journée parce qu'il y a des moyens qui sont ceux de l'État, mais je veux remercier ici, à cette antenne avec vous aujourd'hui, le travail exceptionnel qui est réalisé par les forces de l'ordre, notamment sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur et des services du ministère, parce que ce sont 10 000 policiers et gendarmes qui ont été mobilisés dès après le 7 octobre, parce que nous savions
dès lors qu'il y a eu ces attaques terroristes et cette guerre déclenchée en Israël par le mouvement terroriste Hamas, nous savions nécessairement qu'il y aurait des répercussions malheureusement sur notre sol, ici en France, pour des Juifs français et les Français qui sont aujourd'hui en train malheureusement de payer avec cet antisionisme qui est finalement le nouveau visage, ou en tout cas un des nouveaux visages de l'antisémitisme très clairement, puisque tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas tellement de l'antisionisme, c'est avant tout la haine des Juifs et la haine malheureusement encore une fois qui est manifestée par l'antisémitisme. Chose intéressante d'ailleurs, pendant des années on nous a expliqué que l'antisionisme c'était l'opposition à Israël, rien à voir avec le racisme visant les Juifs, à savoir l'antisémitisme. Force est de constater que ceux qui contestent la contre-offensive, en tout cas israélienne, en viennent, pour certains d'entre eux évidemment, à peindre des étoiles de David sur des maisons ou sur des banques, ou alors à menacer des rabbins. Tiens, comme cet extrait que je vais vous faire écouter, c'était sur TikTok il y a quelques heures. L'auteur de ce message, on en a flouté une partie pour reconnaître personne, l'auteur de ce message a été interpellé malgré tout. Bon, force toujours. Je vois que personne ne bouge, la Palestine. Je vois que l'ONU baisse les bras, le peuple élu. Ok, donc on va s'adresser au Rav. Salut. On a les adresses à Saint-Paul dans les immeubles, à Levallois, à Neuilly. Tu vois, on parle pas beaucoup. J'espère que t'as compris. Donc mets une pause avant que ça devienne très compliqué. Et la suite va être très compliquée. Nous, on a compris. En tout cas, nous, on a compris. Et la police aussi a compris, puisque l'homme a été interpellé. J'aimerais qu'on s'arrête aussi sur une petite mimique qu'a cet homme quand il parle du peuple élu, donc des Juifs, et qu'il a cette petite mimique où il fait le son de quelqu'un qui embrasse bruyamment. C'était un gimmick de Dieudonné dans ses sketchs, lorsqu'il parlait notamment de la Shoah, juste avant d'entonner la chanson Shoah Ananas, qui était une reprise de très mauvais goût de la chanson de Carlos. Voilà où on en est aujourd'hui. J'imagine que c'est pas un cas isolé, on voit ça sur nos réseaux sociaux. Bien sûr, et c'est effrayant. C'est effrayant, il faut que celles et ceux qui nous écoutent en ce moment comprennent que cette déferlante de propos, voire de menaces, et là c'était clairement des menaces, c'est pour ça que cette personne a été rapidement arrêtée et mise en garde à vue, et les services de police ont été très très diligents à ce sujet. Il faut savoir que ce type de propos, c'est du quotidien aujourd'hui. Et que chaque jour qui passe, ce sont des actes comme cela antisémites. Je vais vous donner un chiffre. Il y a eu plus de 400 personnes qui ont été interpellées depuis le 7 octobre. C'est vertigineux. Il y a eu plus de 800 actes antisémites qui ont été recensés. Sur ces actes antisémites, plus de la moitié concernent des atteintes aux personnes. Quand je dis atteinte aux personnes, ce ne sont pas des tags, ce ne sont pas des graffitis, ce sont vraiment des insultes, des menaces, et certaines avec armes et des agressions. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une tolérance zéro en la matière, il faut déposer plainte à chaque fois, et il faut que ce genre d'individus qui n'ont pas sa place dans ce qui fait aujourd'hui les valeurs de notre pays et de notre République, eh bien il faut que ces individus à chaque fois soient poursuivis et soient condamnés. Et à défaut en tout cas de décourager ces actes, autant qu'il y a un petit peu de dissuasion, c'est-à-dire qu'on voit ce qu'on risque quand on s'en prend à son compatriote, quelle que soit sa religion. On va parler justement du dialogue entre les différentes religions dans ce pays, le vivre ensemble, est-ce que ça existe encore? Restez avec nous, Élie Korchia, je rappelle que vous êtes avocat, président du consistoire central israélite de France. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. On se face à la remontée, face au retour de l'antisémitisme, ces étoiles de David taguées un peu partout dans le 14e arrondissement de Paris, mais aussi en Ile-de-France, en Seine-Saint-Denis, ces menaces reçues chaque jour par les lieux de culte israélites et non israéliens. On est en France. On en parle avec notre invité exceptionnel aujourd'hui, Élie Korchia, avocat et président du consistoire central israélite de France. Vous êtes toujours avec nous, Élie Korchia. On parlait du vivre ensemble. Alors là, pour le coup, c'est vivre face à face ou côte à côte, je ne sais pas, mais ensemble de manière assez difficile. On peut parler aussi de ce climat assez anxiogène, vous l'évoquiez vous-même, et en même temps, on entend parfois des choses qui veulent être de l'humour, en tout cas des sketchs, et qui parfois font scandale. C'était sur le service public ce week-end. Bon, force toujours. Alors, on va l'écouter. Alors, Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors, en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est? Une sorte de nazi, mais sans prépuce. Voilà. Alors, C'était
C'était l'humoriste Guillaume Meurice qui était sur le service public, chez nos confrères du service public. Est-ce que cette blague est antisémite, Élie Korchia ? Oui, bien sûr. Non seulement elle est déplacée, mais elle est antisémite. Vous savez, dans la période actuelle, comparer un homme politique israélien, mais on est dans une démocratie, qu'on soit d'accord avec sa politique ou pas, c'est une chose. Mais le comparer à un nazi, alors qu'aujourd'hui l'État d'Israël a un conseil de guerre avec des hommes politiques de l'opposition, de la majorité, leur objectif est ensemble de vaincre le terrorisme du Hamas. Quand on voit qu'on le compare à un nazi, sans prépuce, regardez l'expression nazi sans prépuce, il est évident que celles et ceux qui nous écoutent doivent comprendre, évidemment c'est logique, que c'est de l'antisémitisme. Je ne sais pas si ça s'est voulu drôle au départ, je ne sais pas. C'est un humoriste, donc moi, vous savez, je chéris la liberté d'expression dans notre pays. Est-ce qu'il avait le droit de le faire dans ce cas-là ? Vous savez, s'il y a une plainte, on verra dans ce cadre-là. Moi, aujourd'hui, je ne me positionnerai pas sur le terrain juridique. Je me positionnerai plutôt sur le terrain de la morale. Et la morale me dit que lorsqu'on fait ce type de blague avec un humour désastreux, on met de l'huile sur le feu en faisant passer un homme politique israélien, encore une fois qu'on aime ou pas sa politique, comme un nazi. Et quand on rajoute sans prépuce, c'est vraiment le désigner en tant que juif, en tant que personne circoncise, et donc évidemment par rapport à un réflexe antisémite évident. Un réflexe en tout cas qui a fait rire l'assistance, ça peut s'entendre en tout cas sur ce qu'on vous a proposé d'écouter. Qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire en ce moment ? Une des remarques qui nous revient souvent, y compris sur Sud Radio, c'est vous ne parlez beaucoup des souffrances des civils israéliens qui ont eu lieu lors du pogrom du 7 octobre perpétré par le Hamas, mais vous parlez moins, c'est faux d'ailleurs, des souffrances des civils dans la bande de Gaza qui vivent sous les bombes de l'armée israélienne. Est-ce que c'est aussi un reproche qui vous est parfois adressé lorsque vous discutez avec tout un chacun dans ce pays ? C'est deux choses effectivement qui sont très différentes. Il faut parler de tout. Évidemment que ce qui se passe aujourd'hui en Israël, c'est une préoccupation de tous les instants, et il est évident qu'il faut tout faire, même si dans une guerre il y a des morts malheureusement, mais qui a déclenché la guerre évidemment c'est le Hamas. Et quand le Hamas déclenche cette guerre, il sait très bien, parce que c'est un mouvement terroriste, il sait très bien qu'en menant cette opération de guerre le 7 octobre, en déclenchant cette guerre sur le sol d'Israël, en tuant ses enfants, en tuant ses femmes, en tuant ses hommes, en tuant ses vieillards. J'étais en Israël la semaine dernière, je peux vous dire que c'est atroce ce qui s'est passé, et Israël a eu raison, je fais une parenthèse, une incise ici, Israël a eu raison de montrer à toute la presse les images, notamment filmées par les GoPro des terroristes qui ont commis ces massacres, parce qu'effectivement, il savait très bien qu'il y allait avoir une guerre qui allait s'en suivre et qu'évidemment, il allait avoir des civils tués. Mais si j'ose dire, le Hamas se moque complètement des civils, puisque de toute façon, il s'est servi précédemment des civils et encore aujourd'hui comme bouclier humain, et la plupart de ses dirigeants se cachent derrière des bâtiments publics où il y a des civils. Donc évidemment, c'est triste ce qui est en train de se passer. Chaque mort civil compte. Maintenant, il y a une guerre à mener pour l'État d'Israël aujourd'hui en son sein. Et lorsque Joe Biden a dit, rappelez-vous, il y a quelques jours, quand il était en visite en Israël, ce que vous avez vécu, c'est 15 fois ce que nous on a vécu avec le 11 septembre, à l'échelle du pays, de ce petit pays qu'est Israël. Ça montre bien qu'effectivement, Israël a une guerre, un combat à mener, et ce combat, c'est avant tout d'éliminer les terroristes du Hamas. Alors, important quand même, Joe Biden avait ajouté, s'il vous plaît, il s'adressait aux Israéliens, ne recommettez pas les erreurs que nous avons commis nous-mêmes, Américains, après le 11 septembre, en déclonchant une, puis une deuxième guerre d'ailleurs en Irak. Concrètement, on est dans une situation où le Hamas n'a probablement plus les moyens militaires d'opérer ce qu'il a opéré le 7 octobre sur le territoire israélien. Ça veut dire que les images de civils israéliens torturés, il n'y en aura plus. En revanche, pendant des semaines, parce que la guerre sera très longue, il y aura des images, quoi que vous fassiez, et quelles qu'en soient les raisons, de civils palestiniens qui mourront sous les bombes, qui iront des bébés en pleurs dans des ambulances, ou alors dans des hôpitaux, parfois, qui pourront recevoir des roquettes, quelle que soit la provenance. C'est un contexte qui sera de plus en plus difficile, notamment pour Israël, mais aussi pour les Juifs de France, parce que c'est à vous qu'on les reprochera quand on sera antisémite. Oui, bien sûr. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Israël, vous parliez des moyens du Hamas, on a quand même des moyens énormes qui ont été déployés. 7000 roquettes qui ont été tirées depuis la bande de Gaza sur Israël. Ouais.
7000 roquettes, c'est une logistique. Alors on sait très bien, il y a l'Iran, il y a le Hezbollah, il y a d'autres soutiens derrière. Mais il faut savoir que la logistique de guerre qui a été cette fois-ci apportée au Hamas est sans précédent. Donc évidemment, Israël doit d'abord tout faire pour entrer dans la bande de Gaza et tenter de détruire les infrastructures pour ne pas que ça se reproduise. Il y a aujourd'hui un combat qui est mené parce que c'est la survie de l'État d'Israël, très clairement, qui est en jeu. Vous dites il y aura peut-être pas demain encore de nouveaux civils qui vont se faire massacrer en Israël. Il y en aura peut-être, mais parce il y aura pas l'armée aujourd'hui est complètement sur l'opération et, c'est ce que je vous ai ne risque pas de se faire attaquer, évidemment. On parle de bataille de l'image. Voilà. Concrètement, aujourd'hui, le message selon lequel Israël joue sa survie, c'est un message qui est porté sincèrement. André Berkoff le disait sur place là-bas, mais ce message est inaudible pour beaucoup de Français aujourd'hui qui sont abreuvés d'images réelles de victimes civiles de ce conflit à Gaza. Il y a plus d'1 million de personnes, je crois, 1 400 000 personnes aujourd'hui qui, depuis le 7 octobre, à la demande d'ailleurs, puisque Israël envoie des messages quasiment quotidiennement dans la bande de Gaza pour demander à tous les civils de Gaza de partir de la zone de combat, de partir de Gaza City, où sont retranchés évidemment tous les leaders et les terroristes du Hamas, qu'ils partent vers le sud de la bande de Gaza, où là, évidemment, ils sont plus protégés. 1 400 000 personnes se sont déjà déplacées. Mais il faut être très clair. D'abord, le Hamas fait tout pour empêcher certaines personnes de partir. Et deuxièmement, quand vous avez une densification de population telle que c'est le cas dans la bande de Gaza, et notamment dans le nord, là où il y a Gaza City, il faut quand même savoir que c'est une évidence qu'une telle guerre va entraîner des morts, y compris des morts d'ailleurs du côté de l'armée israélienne, même si elle essaye évidemment d'agir, de faire en sorte d'éviter que ces soldats ou soldates meurent. Donc évidemment, ça crée des difficultés. Et ce qui est terrible, moi ce que je regrette, il y a une guerre qui est menée là-bas. Ce qui est terrible, c'est que ici sur notre sol en France, des Français comme nous, des Français des citoyens de confession juive, eh bien soient comme ça attaqués sur leur judaïté. Parce que ce qui se passe là, et c'est pour ça que l'antisionisme n'a rien à voir, en l'occurrence, c'est de l'antisémitisme. Nous ne sommes pas attaqués, nous ne sommes évidemment pas du tout à 4000 km de là, nous n'avons rien à voir et rien à faire d'ailleurs dans ce qui est en train de se passer. On est des Français, on n'est pas aujourd'hui engagés dans cette guerre, mais ce qui est terrible, c'est qu'on voit bien que derrière les attaques qui sont faites, c'est la haine du juif qui se banalise et c'est une désinhibition finalement de la parole antisémite qu'on a aujourd'hui à déplorer. Et ce que je regrette, c'est que la communauté juive se sent un peu seule, je l'avoue, dans cette situation. J'aimerais que beaucoup de nos compatriotes, de nos concitoyens, parce qu'on se bat toute l'année d'habitude, les uns avec les autres pour éviter des propos ou des actes racistes et pas seulement antisémites dans notre pays, je regrette qu'il n'y ait pas plus de prise de parole pour dire non, ce qui est en train de se passer ici en France contre les Juifs, ça nous concerne tous et ça ne concerne pas que les Français de confession juive. Alors un bémol d'ailleurs, on a vu quand même le recteur de la grande mosquée de Paris s'afficher avec le grand rabbin de France pour dire que un bon musulman ne pouvait pas, d'après lui, être un antisémite. Donc on a eu quand même ces messages de soutien. Je ne dis pas qu'il n'y a aucune réaction. Évidemment, il y a quelques réactions et c'est important. Et c'est important de le dire. Et c'est un ami et je remercie mon ami Shems d'avoir eu cette position avec le grand rabbin de France. Évidemment, mais on a besoin qu'il y ait beaucoup de messages comme cela. C'est ça ce que je veux dire. Parce que quand vous avez quelques messages et que de l'autre côté, vous avez une flambée sur les réseaux sociaux et vous avez une flambée de messages antisémites qui circulent et de menaces, on n'y arrive pas. On a besoin vraiment d'une mobilisation. C'est une mobilisation pour les valeurs de la démocratie et de la République qu'on défend. Et justement, où en est cette mobilisation? Qu'est-ce qu'on peut faire ou envisager pour essayer d'enfermer tout le monde dans la même pièce et d'arriver à résoudre une partie de ce problème et de cette tension? On va en parler avec vous dans un instant, Élie Korchia. Restez avec nous sur Sud Radio. Je rappelle qu'on vous donne la parole également. Alors, pas pour redire ce qu'on a pu entendre dans certains extraits qu'on a diffusés sur Sud Radio. Mais malgré tout, on vous donne la parole. Est-ce que vous aussi, vous la voyez, vous la constatez, cette montée de l'antisémitisme? 0826 300 300, à tout de suite. Émission spéciale, la France face au retour de l'antisémitisme à visage découvert, sauf dans certains cas d'ailleurs, mais aussi en tout cas en public. On en parle avec notre invité exceptionnel, Élie Korchia, l'avocat et président du consistoire central israélite de France. Vous parliez il y a quelques instants, Élie Korchia, du manque de soutien. Concrètement, quel type de soutien et de qui attendez-vous davantage de soutien public? Vous savez,
je vais être honnête avec vous, on va parler cash. Je n'attends rien de spécial. J'aimerais qu'il y ait dans la société civile des personnes qui prennent la parole et qui s'expriment. Lorsqu'on a eu des attentats dans notre pays, et j'ai accompagné plusieurs procès, des parties civiles à plusieurs procès, que ce soit Toulouse et Montauban, que ce soit 2015, Charlie Hebdo, la porte de Montrouge, l'Hypercacher, on a senti quand même dans notre pays qu'il y avait une véritable prise de position commune en disant ce n'est pas acceptable, notre combat, le combat de notre génération, c'est le combat contre l'islamisme radical, c'est le combat contre le terrorisme. On sentait qu'il y avait ça. Et là, il y a des terroristes qui n'ont pas fait un acte, qui ont déclenché une guerre sur le sol israélien, qui d'après moi dévoie d'ailleurs complètement la cause palestinienne, parce que ce que fait le Hamas, c'est une guerre terroriste sans précédent. Et on a l'impression que chez nous, en France, on essaye d'occulter ça pour ne taquer qu'Israël, et en même temps ici maintenant avec ses actes et ses agressions et ses propos antisémites. Et ce qui m'inquiète, c'est je ne sens pas dans la société civile, je le sens chez les politiques. Franchement, quasiment toute la classe politique a bien conscience du moment historique qu'on est en train de vivre, à part 3-4 cas très particuliers à l'extrême gauche dont on a déjà beaucoup parlé, c'est pas la peine que je revienne là-dessus par calcul électoraliste ou autre, mais ça je ne veux même pas en parler. Mais 95 ou 98% de la classe politique a tenu des propos très forts. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne sent pas dans la société civile des personnes qui prennent la parole et qui disent ce qui se passe là-bas c'est inacceptable parce que le terrorisme, il faut le condamner, que ce soit Daesh, Al-Qaïda ou le Hamas, je vois pas la différence, il faut condamner les trois. Et d'un autre côté, ici en France, je ne vois pas assez de personnes qui disent mais ça suffit. Les Français de confession juive qui sont dans notre pays, laissons-les tranquilles, laissons-les vivre tranquillement. Et 80 ans après la Shoah, on va pas recommencer avec des étoiles dessinées ou graffitées graffées sur les immeubles et prendre à part une personne parce qu'elle est de confession juive dans la rue pour l'agresser. Et ça, on l'entend pas suffisamment. On peut rappeler d'ailleurs que l'armée israélienne s'est sentie obligée de convoquer les journalistes pour leur montrer les images des atrocités commises le 7 octobre parce que précisément des gens n'arrivent pas à imaginer que les Juifs aient pu être victimes en Israël de Palestiniens. C'est ça concrètement. Et c'est même pire que ça. C'est-à-dire que non seulement ils n'imaginent pas, mais on avait commencé déjà à voir des propos révisionnistes dans les jours qui ont suivi en disant mais finalement, est-ce que c'est vrai que les terroristes ont éventré des femmes enceintes, les tuant en enlevant leur fœtus avant? Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des décapités? Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des personnes âgées qui ont été tuées, assassinées violemment? Quand on entendait des choses pareilles, ça faisait froid dans le dos. Donc que l'armée israélienne, qui avait les images, GoPro, c'est très dur de savoir est-ce qu'on doit communiquer ou pas. Mais à un moment donné, je crois qu'Israël a eu raison de faire voir à tous ces journalistes les images filmées par les terroristes eux-mêmes pour leur dire voilà les images, regardez-les et maintenant c'est votre devoir d'informer et de dire la vérité. Vous avez vu sans le montrer. Et sauf que les journalistes sont pas forcément davantage crus d'ailleurs que certains porte-parole. Par conséquent, ceux qui auront décidé de ne pas croire ce qui s'est passé refuseront de le croire. On se retrouve donc dans une situation particulièrement compliquée dans laquelle vous vous sentez seul, c'est ce que vous dites, et dans laquelle les Juifs de France se sentent seuls. Est-ce qu'il y en a qui veulent partir? Pour le moment, non. Parce que soyons très clairs, le climat est très anxiogène, mais on continue à croire aux valeurs qui sont les nôtres. Nous sommes en France, nous voulons continuer à vivre dans notre pays comme nous devons le faire, et on ne va pas baisser les bras, et on ne veut pas tomber dans le jeu de celles et ceux qui veulent distiller à la fois la terreur ou l'antisémitisme sur notre sol. Maintenant, il faut être lucide. On sait très bien que la période est extrêmement angoissante. On sait très bien que pour les Juifs de France aujourd'hui, et je peux vous le dire puisque je suis au contact, comme vous l'avez dit, de toutes les communautés juives à travers la France, je peux vous dire que lorsqu'on se lève le matin, c'est la radio, ce sont ensuite les émissions de télévision, ce sont les nouvelles, ce sont les WhatsApp qui arrivent où on voit tel événement, telle agression, tel acte antisémite. Et effectivement, le climat est extrêmement lourd. Très honnêtement, je ne l'avais pas vécu de la sorte depuis très longtemps. Oui. Et chaque jour qui passe est une difficulté à supporter lorsqu'on est un Français de confession juive aujourd'hui. Mais malgré tout, et c'est la ligne de crête, on ne veut pas tomber dans la psychose, on veut continuer à pouvoir vivre avec les valeurs qui sont les nôtres, et on veut encore continuer à vivre ici. Vous savez, j'avais l'habitude, et je dis un mot là-dessus, de rappeler que celles et ceux qui ont vécu la Shoah en France, qui ont vécu la déportation, lorsqu'ils sont revenus ici, ils sont pas partis de France. Ils sont revenus, ils ont
fait des familles, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils ont continué à croire dans les valeurs qui faisaient la France. Si eux l'ont fait après 1945, je crois qu'aujourd'hui, malgré le climat terrible et anxiogène qu'on vit, on doit continuer à se battre ici parce que c'est notre pays. Et puis pardonnez peut-être le cynisme de ma remarque, mais le 7 octobre a montré finalement que quel que soit le climat en France, les Juifs n'étaient pas forcément davantage en sécurité en Israël, compte tenu des exactions du Hamas. Le combat qui se passe aujourd'hui, c'est un combat des citoyens qui sont des démocrates face aux tenants de l'obscurantisme et du terrorisme. Il est valable en Israël avec la guerre comme en Israël contre le Hamas. Il est valable ici, il est valable en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis ainsi que dans tous les autres pays. Il y a un peu plus d'un siècle, il y avait une phrase qui circulait, qu'on employait beaucoup, c'était « heureux comme un juif en France ». Est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui? Et est-ce que quand on compare la situation, pourtant dramatique, dont on vient de parler dans notre pays, quand on la compare à celle des autres pays en Europe, on se dit que c'est encore pire ailleurs? Je ne sais pas si la phrase serait vraiment à propos aujourd'hui, parce que vu le climat dans lequel on est et les moins 800 malheureux actes comme un juif en antisémites. France. Non, je dirais qu'aujourd'hui ce serait peut-être heureux, peut-être comme un juif en France, parce que d'abord on est dans un pays extraordinaire dans lequel on veut continuer à croire dans notre avenir, mais aujourd'hui ce serait plutôt inquiet comme un juif en France, si j'ose dire. Et je pense que c'est l'expression qui est aujourd'hui la nôtre. Aujourd'hui on est inquiet. Est-ce que ça rejoint ce que vous disent vos homologues, parce que des consistoires ou des institutions comme la vôtre, il y en a dans tous les pays d'Europe, heureusement, même si les communautés sont beaucoup moins nombreuses que celle qu'il y a en France. Est-ce que la situation est la même ailleurs? En Allemagne, on a vu des étoiles de David. En Angleterre, on voit des dizaines de milliers de personnes scander des slogans et brandir des drapeaux. Dans les deux autres grands pays d'Europe, où il y a une communauté juive importante, enfin les plus importantes, c'est-à-dire l'Angleterre et l'Allemagne, on voit aussi ce climat très anxiogène. Après, évidemment, la France est la troisième communauté juive au monde, après Israël et les États-Unis, et notre modèle d'organisation fait que nous sommes évidemment beaucoup plus en contact avec des centaines de synagogues et des centaines de lieux à travers la France. C'est vrai qu'en Angleterre et en Allemagne, c'est beaucoup plus regroupé sur une dizaine de villes, mais ce que je peux vous dire, j'ai des contacts effectivement avec des représentants d'autres pays. Le climat et l'anxiété est la même dans les autres pays d'Europe aujourd'hui où il y a une communauté juive importante. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dit que la guerre serait longue, ça va durer. On a dit plus tôt, il est probable que les images qui nous parviendront montreront surtout des drames à Gaza, davantage en tout cas qu'en Israël, parce qu'on ne peut pas comparer malgré tout l'impact d'une roquette à l'impact d'un missile ou d'une bombe qui tombe sur une zone densément peuplée. Ça peut durer combien de temps pour vous? Combien de temps vous pouvez continuer comme ça? Et qu'est-ce qu'on peut faire, surtout pour faire redescendre cette tension et décourager ces actes? Alors, il y a deux choses différentes. D'abord, ici en France, nous devons continuer à parler, nous devons continuer à mobiliser toutes celles et ceux qui ont les mêmes valeurs que nous, c'est-à-dire qui n'acceptent pas qu'il y ait de l'antisémitisme qui frappe aujourd'hui des Français de confession juive. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire à ce sujet. Il est important. J'espère qu'il va y avoir une mobilisation, comme je vous le disais il y a quelques instants, beaucoup plus importante que ce qu'on remarque aujourd'hui, parce que ça, ce sont ces signaux faibles de l'antisémitisme qui peuvent demain devenir des signaux forts et entraîner des actes graves. Et puis, par rapport à la situation en Israël, évidemment, on a bien compris que Israël, s'il veut vaincre le Hamas aujourd'hui et ne pas se retrouver avec un mouvement terroriste qui dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans refait des attaques meurtrières et une guerre contre Israël, eh bien, s'ils veulent vraiment venir à bout du Hamas, ce sont des semaines et des semaines de combat qu'il va y avoir, et donc il est évident qu'Israël se prépare aussi à une guerre qui va être longue. Et donc, les Juifs de France à subir les retombées médiatiques et sur les réseaux sociaux de cette guerre qui va être forcément douloureuse, parce que le temps se compte en nombre de morts, malheureusement, dans ce genre de circonstances. Sans même parler quand il y a une organisation terroriste qui orchestre une communication souvent basée sur des fake news. Rappelez-vous comment le monde s'est emballé il y a quelques jours lorsque on avait accusé Israël d'avoir tiré une bombe sur un hôpital alors que ça n'avait pas été tiré sur l'hôpital, sur un parking, et que ce n'était pas Israël qui avait tiré cette bombe, ce missile, cette roquette. La plus probable à ce stade est que ce soit une roquette du djihad islamique et que tous les éléments de preuve ont été apportés là aussi à vos confrères des rédactions, aux journalistes. Mais encore une fois, quand on ne veut pas croire, on ne croit pas. Pardonnez-moi, Elie Korchia, c'est aussi la guerre, et malheureusement la désinformation et la propagande, ça existe dans toutes les guerres, et l'emballement médiatique aussi, on l'a vécu sur l'Ukraine par exemple, avec une maternité et des mensonges russes qui nous étaient parvenus. Malheureusement, ce genre de choses arrivera encore, et c'est ce qui compte, c'est ce qu'on a envie de croire. Qu'est-ce que vous dites, Elie Korchia, aujourd'hui à vos compatriotes musulmans qui ressentent une sympathie naturelle pour le sort du peuple palestinien et des Gazaouis, qui sont pas forcément proches du Hamas, mais qui ont l'impression qu'on ne parle pas assez des souffrances des Palestiniens?
Je dis à mes amis, parce que j'ai énormément d'amis qui sont dans la même mentalité que nous au quotidien, avec lesquels on a des relations, d'ailleurs même dans les villes, dans les communautés, il y a beaucoup de relations avec beaucoup de personnes musulmanes. Je leur dis d'abord que ce qu'est en train de faire le Hamas et ce qu'a fait le Hamas, ça va à l'encontre même de la cause palestinienne et des Palestiniens. Donc je crois qu'il faut, je comprends tout à fait la solidarité qu'il peut y avoir vis-à-vis des Palestiniens, mais je crois que ce qui est en train de se passer là-bas, il faut dire les choses et les nommer telles qu'elles sont. Ce n'est pas une guerre que mène Israël contre les Palestiniens. Israël n'a jamais voulu faire cette guerre. Elle a été entraînée dans cette guerre par des actes terroristes terribles et par la première guerre terroriste au monde. Je le rappelle, on a connu des actes terroristes, que ce soit aux États-Unis, en France, dans les démocraties et en Israël aussi. Il y a eu des actes terroristes. Il y a eu des guerres conventionnelles. Et là, c'est la première fois dans l'histoire du monde, dans l'histoire contemporaine, que l'on vit une guerre de nature terroriste avec des dizaines de villages, de villes différentes qui ont été attaquées. 1400 morts à l'échelle d'Israël, qui est un petit pays. C'est comme si ici, nous avions eu 15 000 morts par des mouvements terroristes attaqués. On l'a dit sur Sud Radio pas plus tard qu'hier, plus de 30 morts français de nationalité française. C'est l'attentat le plus sanglant. Et tous les otages auxquels on pense. Près de 240 otages qui sont aujourd'hui entre les mains du Hamas, dans Gaza, sous les tunnels ou dans Gaza. Il faut aussi savoir que Israël a aussi ce devoir aujourd'hui de tout faire pour libérer, pour sauver ces otages. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. 0826 300 300. On a abordé plusieurs sujets au cours de cette émission. Que faire face à la montée de l'antisémitisme? Témoignage aussi. Venez témoigner si vous le souhaitez sur Sud Radio. On vous donne la parole. On est ensemble jusqu'à 14h. Et la France dans tous ses états face à la montée de l'antisémitisme. Que faire pour faire retomber la tension et surtout pour faire reculer la haine qu'on retrouve dans notre pays? On est avec Eli Korshia, avocat et président du consistoire central israélite de France. Que faire? Tiens, j'ai une phrase qui aurait pu être signée par Lénine, mais qu'on pourrait reposer aussi. Qu'est-ce qui peut permettre de faire retomber la tension alors même qu'on sait que la guerre va durer et que les images d'atrocités ou en tout cas de drames continueront à nous parvenir et que par conséquent, le besoin de se calmer ne viendra pas de sitôt? Je pense qu'il y a la prévention et la répression. La prévention, c'est avant tout les messages qu'on peut passer les uns les autres. C'est pour ça que je suis aujourd'hui à votre émission et je le fais bien évidemment en tant que président du consistoire de France aujourd'hui à votre antenne. C'est passer des messages pour que, bien au sein de la société, et encore une fois j'insiste surtout sur la société civile tout entière, on prenne conscience que ce qui est en train de se passer est dangereux, pas seulement et uniquement pour les citoyens français de confession juive, mais pour le pays qui est le nôtre, pour l'avenir du pays qui est le nôtre. Et la France ne peut pas laisser en son sein ce poison de l'antisémitisme se banaliser et se multiplier comme c'est le cas actuellement à travers tous ces actes que l'on vit. Cela étant dit, on va pas se mentir, quand ça ressort sur les réseaux sociaux ou que c'est peint sur les murs, c'est que c'était déjà là. On n'a pas réinventé l'antisémitisme dans les dernières semaines. L'antisémitisme était là. Et on avait déjà un plateau assez haut de 300-400 actes par an. Mais là, on est sur quelque chose de vertigineux. Vous l'avez dit, 800 actes en 3 semaines. Je veux dire, surtout si les opérations de la guerre contre le Hamas en Israël continuent, il ne faudrait quand même pas que des Français de confession juive vivent ce qu'on est en train de vivre pendant cette période-là aussi longue. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment que les choses soient dites et que ce soit un combat qui ne soit pas que le combat des Juifs de France, celui contre l'antisémitisme. Mais sauf qu'on en est là aujourd'hui à faire la météo de l'antisémitisme en comptant le nombre d'actes et le nombre d'interpellations. Est-ce qu'on peut faire davantage dans la répression ou pas? Parce que globalement, aujourd'hui, quand vous en prenez à un juif, vous savez ce que vous risquez, vous êtes arrêté assez vite, heureusement, et votre condamnation ne tarde pas. Quand je parlais de la prévention et de la répression, c'est le deuxième axe, effectivement. Cet axe-là, j'allais dire, il est à la hauteur pour moi, en tout cas des enjeux, parce que le ministère de l'Intérieur a déployé beaucoup de policiers et de gendarmes. Deuxièmement, je sais qu'avec le ministère de la Justice, lorsqu'il y a des plaintes qui sont déposées, il y a des arrestations qui sont faites. On doit être dans un système de tolérance zéro pour les actes antisémites actuellement, et j'espère que la répression, effectivement, va être à la hauteur, surtout pour qu'elle ait un aspect dissuasif. Il faut juste que celles et ceux qui se diraient, tiens, allez, je vais essayer de commettre un acte antisémite aujourd'hui, eh bien, sachent à quoi ils vont s'exposer lorsqu'ils vont le faire. Et il faut espérer que ça puisse jouer pour qu'il y ait une diminution des actes qu'on est en train de vivre, parce qu'ils sont, encore une fois, en constante augmentation jour après jour. Et quand je vois tous les messages haineux qui circulent sur les réseaux sociaux, je me dis qu'ils ne sont pas prêts de baisser, malheureusement. Vous en recevez vous-même ?
Oui. Vous vivez sous protection, d'ailleurs, comme tout représentant et beaucoup de représentants de la communauté Pas aujourd'hui. beaucoup de représentants, mais effectivement, les principaux représentants de la communauté juive dans notre pays, les principaux responsables sont sous protection. Alors, je vais vous demander, je sais que c'est toujours désagréable, mais c'est important aussi de mettre des mots sur ce qu'on suggère. Quel type de message vous recevez ? Je vais vous donner un exemple tout simple. J'étais hier en Lorraine pour une cérémonie très émouvante sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale dans ce qui fut l'ancien camp de concentration de Thiel en Lorraine. Et j'étais là-bas avec la ministre des anciens combattants et de la mémoire, Patricia Miralles, et avec la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, et évidemment beaucoup d'élus, députés, sénateurs, sénatrices et le maire de la ville, donc localement. Et nous avons fait une cérémonie sur la mémoire, donc sur la Shoah, pour rappeler les 800 juifs déportés qui avaient été dans ce camp de concentration, dont d'ailleurs certains survivants sont aujourd'hui rescapés et parmi nous. J'ai mis un post sur Twitter sur cette cérémonie en disant qu'elle avait été très digne et que ça avait été une cérémonie mémorielle qui restera dans les mémoires. Et j'ai reçu sur Twitter un message menaçant en disant il faut tuer, il faut assassiner le terroriste qu'il faut assassiner. On était sans aucun rapport avec le sujet de la guerre contre le Hamas. On était en France, en Lorraine, sur une cérémonie de la mémoire de la Shoah. Et il y a eu un message notamment d'une personne qui a posté un message en disant il faut liquider ce terroriste ou une phrase comme ça. Donc évidemment quand il y a ça, de terroriste. Bien sûr, qu'il fallait abattre. Donc évidemment vous voyez bien où on en est arrivé. Ouais. Et dans ces cas-là, il y a évidemment des signalements qui sont faits. Vous avez porté plainte ? C'est tout récent, mais évidemment, il y aura plainte déposée et évidemment, il y aura un signalement qui a d'ores et déjà été fait et qui sera fait. Et juste avant d'accueillir Pierre au 0826 300 300, est-ce que vous appelez, c'est important, parce que à force de s'habituer à recevoir des menaces ou des insultes, on finit par ne pas en tenir compte. Est-ce que vous appelez tous ceux qui en reçoivent à porter systématiquement plainte, à faire comme la jeune Mila, par exemple, qui les traîne tous un par un aux tribunaux, même quand ils sont des milliers à se défouler sur elle sur les réseaux ? Tout à fait. C'est très important. Il ne faut pas s'habituer et il ne faut pas laisser les personnes qui reçoivent, que ce soit des menaces, que ce soit des insultes ou qui subissent évidemment des actes antisémites, il faut déposer plainte à chaque fois. Je vais vous rappeler une petite phrase de Peggy. Peggy disait « Il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées ». Il ne faut pas s'habituer au pire, il ne faut pas s'habituer à la haine et il ne faut pas s'habituer aux menaces et aux insultes antisémites. Et on s'habituera jamais sur Sud Radio. Restez avec nous, Élie Korchia. 0826 300 300, Esteban. Oui, on accueille Pierre qui voulait poser une question à Élie Korchia aujourd'hui. Bonjour Pierre de Toulouse. Et bienvenue. Oui, bonjour, merci de m'accueillir sur l'antenne. Alors, pas de question en fait, plutôt une réaction par rapport à ce que je viens d'entendre. Effectivement, je suis, j'habite Toulouse, je suis d'origine catholique et de religion, de religion catholique, pas forcément pratiquant, mais en tout cas catholique. Et moi, je ne peux que souscrire à ce que je viens d'entendre. Je suis très choqué, objectivement, de ce qui se passe actuellement pour les Juifs en Israël, mais aussi pour les Juifs de France. Je trouve globalement que tout ça, c'est pas encore à la hauteur. Enfin, qu'on a un manque de compréhension de ce qui est en train de se passer, nous en France, et que ces Juifs qui sont attaqués à la fois en Israël, mais aussi en France, avec ces actes odieux d'antisémitisme qu'on est en train d'observer, je trouve que, voilà, moi c'est ma position de père de famille, de catholique, je trouve que, voilà, je me mets à la place de mes confrères, de mes amis juifs, de Français d'origine juive. Je les comprends, je sais qu'ils attendent rien, mais j'ai envie déjà de leur exprimer mon soutien le plus confraternel. Je pense que c'est important qu'ils l'entendent. Il ne faut pas s'habituer à ce qu'on est en train de vivre. Je pense que nos amis juifs sont attaqués, mais derrière, c'est aussi tout notre modèle de civilisation qui est attaqué par ces islamistes. Et moi, je déplore vraiment, et je constate que aujourd'hui, quand on parle du conflit israélo-palestinien, on renvoie toujours l'Israël à ce problème de son gouvernement, et que ces Palestiniens se trouvent quelque part pris en otage. Mais avant tout, moi, ce que je vois, c'est qu'ils sont pris en otage par le Hamas. Ce que je vois, c'est que Israël est tout à fait en accord avec nous, ce qu'on estime de notre civilisation, c'est-à-dire une démocratie. Et moi, j'ai vraiment envie de dire à tout le monde de se réveiller. Il se passe quelque chose de terrible. Je pense que effectivement, je comprends mes amis juifs, mes amis français d'origine israélienne. Il faut comprendre que là, il se passe quelque chose d'important.
et que derrière il y a des choses, des forces qui se mettent en place et qu'il faut les entendre. Et c'est pour ça qu'on y a consacré une émission sur Sud Radio. Restez en ligne, Pierre. Tout à fait. Après tout, Élie Korchia demandait des soutiens. Vous en avez eu tout de suite sur Sud Radio? Ça fait plaisir d'entendre des propos comme cela, parce que c'est vrai que c'est touchant. Il faut que des propos comme ça se manifestent. Beaucoup. On en a besoin. Parce que j'écoutais ce témoignage et je me disais, finalement, la vraie réflexion, dans quel monde veut-on vivre? Dans quelle France veut-on vivre? Est-ce qu'on veut continuer à vivre dans une France qui défend les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité? Ou est-ce qu'on veut vivre dans une France où on accepte finalement que des citoyens, simplement parce qu'ils sont de confession juive, se fassent molester, agresser, insulter ou menacer? C'est ça, en fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et c'est des témoignages qui font chaud au cœur. Mais écoutez, merci à vous, Pierre. Depuis Toulouse, en plus, une ville qui a déjà été traumatisée par les crimes abominables de Mohamed Merah. Il faut le rappeler, dans l'école aux Aratora à l'époque. Merci Élie Korchia, avocat, président du Consistoire central israélite de France, d'être venu sur Sud Radio. L'émission n'est pas complètement terminée, mais on parlait d'un autre sujet, rien à voir au début, mais qui est important pour beaucoup de nos auditeurs. C'est Daniel, je crois, qui en parle, Esteban. Oui, Daniel, qui est en Avignon et qui nous appelle. Il voulait parler des petites et moyennes entreprises. Bonjour Daniel. C'était le sujet d'ouverture. Bienvenue, Daniel. Bonjour. Oui, bonjour. Vous vouliez réagir à ce qu'on disait? Oui, tout à fait, oui. Effectivement, nous, les artisans, on était sur le sujet de la rénovation énergétique. Oui. Et la complexité pour nous de pouvoir accéder à ce marché. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que nous, les artisans, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Aujourd'hui, ne serait-ce que faire un devis à un client nous prend déjà du temps et il ne nous est pas rémunéré. Il faut bien comprendre ça. Et ça, c'est un besoin qu'on a. On ne peut pas faire autrement parce que ça fonctionne comme ça depuis tout temps. Et quand vous passez une demi-heure à aller chez un client, une demi-heure retour, une heure pour faire les plans, la rédaction du devis, tout ça, tout ce temps n'est pas rémunéré. On le prend sur nos temps personnels et c'est pour ça que des fois, on se retrouve le samedi à faire des devis, le dimanche, on fait déjà beaucoup d'heures. Et donc, vous laissez passer des chantiers, c'est ce que vous disiez. C'est quoi votre métier précisément, Daniel, en un mot? Alors, moi, je suis couvreur zingueur de métier. Ouais. Effectivement. Et donc, vous laissez tomber des chantiers parce que vous n'avez pas le temps, ou alors vous n'avez pas, tout simplement la main d'œuvre pour remplir tous ces dossiers. Autre spécificité bien française. On continuera à parler de votre situation, mon cher Daniel. Donc, surtout, continuez à écouter Sud Radio et à nous appeler au 0826 300 300. Merci à vous tous qui nous avez appelés. Merci encore à Élie Korchia, à nos autres invités. Esteban, la suite de notre journée à l'écoute de Sud Radio. Oui, tout de suite, vous avez rendez-vous avec Brigitte Lahaie. On va parler sexualité, évidemment. Et puis, on vous retrouve demain, Jean-Marie. Exactement. En attendant, on va essayer de se remonter le moral. Je rappelle que vous retrouverez également André Berkoff, toujours envoyé spécial en Israël. Il sera en direct avec nous de 12h30 à 13h. Quel est l'état d'esprit de la population israélienne? Comment fait-elle face à la guerre? Et surtout, comment elle ressent ce qui se passe en dehors d'Israël, et notamment en France et en Europe, et ces images du retour de l'antisémitisme? On n'a pas fini d'en parler, j'ai envie de vous dire, malheureusement, sur Sud Radio, mais on continuera à parler vrai de tout ce qui se passe dans le pays et ailleurs. Bonne journée à l'écoute de Sud Radio.